Salut, moi c'est Caro. Puis moi c'est Chloé. On est conseillère en emploi au Centre conseil Libre Emploi. On a beau dire qu'on se définit pas juste par son travail, il reste qu'avec le temps qu'on y passe, puis l'énergie qu'on y met, bien, c'est assez important d'en parler. Fait que c'est ce qu'on va faire dans notre balado. On va parler métier, santé mentale et physique, discrimination, casier judiciaire, puis plein d'autres affaires qui tournent autour du marché du travail. Bienvenue à notre balado, le balado des sans-emploi. Bonjour tout le monde, bonjour Chloé. Allô? Hey, on est enfin de retour au studio pour un 5e et dernier épisode de la première saison du balado des sans-emploi. On est pas mal contente. Oui, ça fait un petit bout. Oui. Donc, aujourd'hui, on va parler de santé mentale. Donc, c'est un sujet qui est toujours d'actualité, qui concerne tout le monde. Puis, malheureusement, je trouve qu'on parle des fois trop peu. Donc, on a une invitée avec nous qui s'appelle Isabelle Marceau. Donc, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue. Bonjour. Donc, merci d'être là avec nous pour venir nous parler de santé mentale. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu d'où tu arrives? Qu'est-ce qui te lie à ce sujet-là pour venir nous en parler? Bien, parfait. Oui, depuis les dernières années, je travaille principalement au Pavois de Québec comme agente d'intégration socio-professionnelle. Donc, j'accompagne les personnes qui veulent trouver de l'emploi et se maintenir en emploi par le biais d'un programme qui s'appelle le programme PEACE. C'est le programme intégré de soutien en emploi. Okay. Donc, ceci est un programme là, qui existe en collaboration avec le CIUS et Croissance Travail. Donc, on est des partenaires là-dedans et on est plusieurs conseillers en emploi. J'ai fait ça pendant 2 ans et suite à ça, je suis retournée comme agente d'intégration socio-professionnelle. Donc, j'accompagne les gens qui voudraient se réaliser soit par le biais d'un bénévolat, d'un stage, un retour aux études ou à l'emploi, là, un travail. Donc, j'accompagne pas mal les gens là, qui sont en emploi, qui ont des problématiques de santé mentale. OK. Bien, justement, avant qu'on rentre dans le sujet, là, on va parler de santé mentale. Est-ce qu'on peut définir un peu, qu'est-ce qu'on entend là, quand on parle de santé mentale? Je suis contente que tu mentionnes ce point-là parce que c'est important justement de le clarifier. Tu sais, la santé mentale, là, ça concerne tout le monde. Ben oui. 100% des gens ont une santé mentale, c'est la bonne nouvelle. Hein? La santé mentale, c'est quoi? C'est un équilibre entre les différentes sphères de notre vie, que ce soit sociale, physique, spirituelle, économique, émotionnelle même, puis évidemment mentale. Fait que tu sais, ça nous permet, la santé mentale, de se réaliser, prendre un rôle dans la société, parce que là, ce soir, on parle du travail. Oui. C'est quelque chose de très qui peut être très satisfaisant. Donc, avoir une santé mentale équilibrée. Alors, ça nous concerne tous, la santé mentale. Ah, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent, quand on va parler de santé mentale, ça va être pour parler de troubles de santé mentale, de problématiques, de ce que ça peut engendrer quand c'est pas équilibré, justement. Donc, j'imagine que dans le cas du Pavois, c'est un peu ces gens-là que vous accompagnez, des gens qui vivent des problématiques liées à la santé mentale? C'est exactement ça, Okay. Tout à fait. Dans la santé mentale, lorsqu'on a une personne qui a un trouble mental, il y a des troubles mentaux qui sont, on dit, transitoires. Donc, par exemple, quelqu'un qui fait une dépression suite à un deuil et qui s'en remet quelques mois plus tard, 1 année plus tard, 2 ans, peu importe le temps, on va parler que c'est une période transitoire. Mais il y a aussi les troubles mentaux qu'on va appeler plus sévères et persistants. Donc, ça va être plus lourd comme symptômes. Il va y avoir plus de symptômes et il va y avoir aussi une persistance dans le temps, donc une répétition, une longévité à la maladie, donc pas transitoire. Fait qu'on peut penser à des gens qui ont une schizophrénie, de la bipolarité. Okay. Donc, on accompagne aussi ces gens-là, vraiment. Donc, vous accompagnez finalement à peu importe le degré, finalement, là, de... Tout à fait. Chose importante au Pavois, on prend pas de diagnostic, donc on parle pas. Ça se peut que des fois on parle de maladie avec un nom, un trouble avec un nom, mais on ne fait pas de différenciation entre les gens là qui viennent au Pavois. C'est vraiment des gens là, écoutez, de tous les horizons là, vraiment. OK. Ouais. À quel moment on peut parler justement de limitation fonctionnelle ou que ça pose problème en fait là, à l'intégration ou que ça vient jouer justement sur cet équilibre-là? Bien, quand il y a une désorganisation au niveau d'une des sphères de vie, puis quand ça touche le travail, bien, on voit des symptômes apparaître ou justement des limitations qu'on va dire fonctionnelles dans le jargon. Là. Ouais. Tu sais, ça se peut que la personne ait une difficulté de concentration.
difficulté avec le sens de l'organisation. Ça se peut que la personne... Et là, j'en nomme, là, mais ça veut pas dire que la personne va avoir tous ces limitations-là, mais on pense à quelqu'un qui va avoir plus de la difficulté avec les stimuli, quelqu'un qui va avoir de la misère à respecter un horaire fixe, donc va probablement avoir besoin de petites pauses et plus fréquentes, des choses comme ça. Ça peut être quelqu'un aussi qui a de la difficulté à recevoir la critique. Donc, c'est la sphère travail et émotionnelle est vraiment déséquilibrée ou en difficulté, là. Alors, c'est là qu'on peut parler là, d'un trouble là, de santé mentale, là. Puis dans le travail, dans un contexte d'emploi ou de recherche d'emploi, ça peut ressembler à quoi? As-tu des exemples à nous donner justement de différents degrés peut-être ou de différentes choses que les personnes qui vivent une problématique de santé mentale peuvent vivre pour donner une idée un peu aux gens qui nous écoutent là, de ce que ça peut représenter? Oui, entre autres au programme PEACE, en fait, j'ai eu l'occasion là, de rencontrer des personnes qui avaient des situations où ils vivaient beaucoup d'anxiété. D'anxiété au travail, des personnes qui avaient eu des diagnostics de troubles d'anxiété généralisée. Donc, ça prenait beaucoup de place là, dans leur quotidien. Et ce qu'on a fait avec eux, dans un premier temps, c'est apprendre à connaître la personne, vraiment cibler ses forces, ses intérêts, ses passions pour faire ce qu'on appelle là, le meilleur pairage avec une entreprise là, pour bien accueillir la personne. Fait que déjà là, en partant, lorsque la personne cherche dans un domaine qui la passionne, il y a plus de chances de se maintenir en emploi. Ça, c'est une chose. Moi, je dirais... ensuite de ça, c'est de vraiment, tout dépendant s'il y a une divulgation ou pas à l'employeur, mais c'est de cibler c'est quoi mes défis, c'est quoi ce que j'aurais besoin de retrouver chez mon employeur. Est-ce que c'est une entreprise où il y a beaucoup de bruit, ou est-ce qu'il y a des bureaux séparés, ou est-ce qu'on travaille en collégialité dans une grande salle? Et là, la personne va être amenée à penser à ses défis, puis là, on va essayer de trouver l'endroit de rêve où elle voudrait travailler. Puis c'est possible de le trouver. Puis là, on n'a même pas encore fait de divulgation à l'employeur, puis c'est pas nécessaire d'en faire une nécessairement. C'est pas toujours opportun de faire une divulgation. Donc, aller vraiment chercher l'essence même de la personne, ce qui l'allume, décrocher son rêve, puis vraiment aller vers l'emploi en approchant cette possibilité-là comme une réalité, dans le fond. Un possible, c'est un possible. Vous y allez vraiment plus avec... La personne a envie de faire quoi, elle est motivée, puis c'est ça que vous vendez en fait à l'employeur, c'est ce que je comprends? Oui, puis les personnes ont les qualifications, ont les compétences, ont, comme tu dis, la motivation. Fait que s'il arrive, c'est des employés qui sont vraiment une perle rare là, pour l'employeur parce qu'ils sont tellement motivés, puis ils veulent aussi bien réussir. Puis il y a des personnes là-dedans qui sont très perfectionnistes, d'autres très créatives. C'est vraiment intéressant là, de les présenter. Là. C'est pas gênant du tout. Ben non, c'est ça. Non, vraiment. C'est un processus quand même, une réflexion qui est intéressante à faire, en fait, que tout le monde devrait faire, en fait, là, de se questionner vraiment sur qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce que j'aime et tout. Là. Puis, tu sais, dans des cas comme ça, ben, ça permet justement de faire ressortir les forces de la personne. Puis finalement, il n'y a pas juste la problématique de santé mentale. Tu sais, il y a tellement d'autres choses à présenter. Puis... Tout à fait. En fait, la personne, c'est pas une maladie. Là. Ben non, c'est un être humain. Exact. Fait que la maladie, c'est une petite partie de sa vie. Des fois, elle en prend un petit peu plus pendant des périodes de temps. La personne, elle a son propre cheminement puis son propre établissement. Mais le travail, ça fait partie d'une vie saine aussi pour plusieurs personnes. Puis vraiment, c'est important là, d'en parler comme à des occasions comme ce soir, par exemple. Ben oui. Comment ça marche quand une personne veut aller vous voir? Tu sais, juste le premier pas qu'elle fait, est-ce que vous allez recruter des gens? Parce que vous dites que vous prenez pas de diagnostic. Mais comment une personne va se pointer chez vous? C'est une bonne question que tu poses parce qu'il y a deux choses. Il y a le PAVOI en tant que tel. Le PAVOI, on n'est pas avec les diagnostics. On offre des suivis socioprofessionnels. Donc, la personne nous appelle. À l'accueil, il y a une personne qui répond à leurs questions, leur présente les services, fait une entrevue de bienvenue. En fait, si la personne vient, c'est moi qui vais les accueillir au PAVOI. Donc, je vais présenter les services.
regarder c'est quoi qui allume la personne, c'est quoi qu'elle a le goût de faire. La personne, ça peut faire quelques années qu'elle n'est pas sur le marché du travail ou elle n'a pas encore intégré le marché du travail, mais elle voudrait commencer par un stage ou du bénévolat. Fait que, tu sais, vraiment, on a la possibilité, on a plusieurs agents d'intégration socio-professionnelle au Pavois, donc la personne va être jumelée avec un agent. Et là, on va vraiment l'accompagner. Là, c'est un peu, je dirais pas un service à la carte, mais c'est vraiment spécifique en lien avec les besoins de la personne. Okay. Puis ses rêves surtout. On va vraiment travailler autour de ça. Tandis que le programme PEACE, c'est différent. Le programme PEACE, c'est vraiment une référence qui vient soit d'un intervenant du communautaire, du réseau de la santé, ça peut être un psychiatre, un psychologue, un médecin, un TS de l'équipe soignante qui va référer la personne au programme PEACE directement. Si les gens veulent faire des références, ben en googlant PEACE, là, programme intégré de soutien à l'emploi, là, vous avez les coordonnées pour envoyer le formulaire de référence ou vous pouvez communiquer quand même au Pavois. Il n'y a pas de problème. Nous, on est en lien avec eux. Vraiment. Fait que là, ça prend une référence et PEACE, ça prend un diagnostic. Le programme PEACE a été développé pour accompagner les gens avec des troubles sévères et persistant santé mentale. Donc, c'est des gens que ça se maintient dans le temps, qui ont de la difficulté au niveau de l'emploi. Et là, on peut suivre la personne pendant 1 an, 2 ans pour le maintien en emploi. C'est vraiment. Vous assurez vraiment que quand elle va quitter le programme PEACE, elle va être bien intégrée dans son emploi, avoir eu tout le soutien nécessaire. Parce que de ce que je comprends, vous continuez d'être avec elle même quand elle l'a trouvé. Tout à fait. Parce que trouver, c'est une chose. On peut avoir bien ciblé. En même temps, parfois, il y a des ajustements nécessaires au niveau de l'employeur. Fait que tout dépendant, si la personne a choisi d'être accompagnée sans divulgation, ben nous, on va comme accompagner la personne à nommer ses besoins à l'employeur, à parler de ses défis qu'elle aimerait réaliser ou les difficultés qu'elle a, puis comment on pourrait pallier à cette difficulté-là. Par exemple, en ajoutant des petits accommodements ou en faisant des petites modifications. Et dans certains cas, la personne est ouverte à une divulgation et là, on va accompagner la personne justement avec l'employeur. On va lui parler des difficultés de la personne. Si la personne est à l'aise, c'est elle, évidemment, qui va nommer ses difficultés. Mais on va surtout nommer qu'est-ce qui pourrait être possible puis on va faire ressortir surtout les forces de la personne. C'est quoi son potentiel puis c'est quoi qu'elle amène à l'équipe puis au travail, dans le fond. Puis à ce moment-là, tu sais, on n'est pas dans, encore là, le dévoilement d'un diagnostic. On va juste parler de défis. Par exemple, la personne qui aurait de la difficulté avec trop de stimulation, trop de bruit, ben, elle va peut-être dire, moi, je suis plus performante lorsque je suis dans un environnement plus tranquille. Alors, l'employeur peut proposer un bureau fermé. Puis, on n'a pas été dans le diagnostic du tout. Ben justement, tu sais, ça fait plusieurs fois que tu dis dans la divulgation. Puis, j'aimerais ça qu'on définisse un peu ce que c'est, parce que là, avec ce que tu viens de dire, divulguer, c'est pas nécessairement de dire j'ai telle problématique de santé mentale. Est-ce que ça peut l'être? Est-ce qu'on est obligé de le dire? Non, on n'est pas obligé, pas du tout. En fait, moi, ce que je dis aux gens, c'est, premièrement, pour décider de faire une divulgation ou un dévoilement, faut faire vraiment un processus de réflexion. Faut penser au pour et au contre. C'est pas toujours parfait, là, la divulgation. Le milieu est pas toujours prêt à recevoir cette information-là. Donc, la personne, faut qu'elle se pose des questions. Mais si elle croit, la personne, que ça pourrait être un plus dans son bien-être au travail, puis que ça pourrait lui emmener plus de support de l'employeur, ben, je pense qu'elle est invitée, justement, à penser à une divulgation. Et là, on peut je dirais la qualifier de partielle ou totale, mais on suggère pas à la personne d'y aller avec un diagnostic en tant que tel, mais plus y aller encore, comme je mentionnais, avec les défis, puis comme ça. Mais il y a des gens qui disent à l'employeur, moi j'ai déjà accompagné une personne qui, en donnant la main pour se présenter, lui a dit qu'il était schizophrène. Et il dit, moi, ça donne que j'entends des voix aussi. Fait que des fois, je me parle tout seul. L'employeur, il a serré la main. Bienvenue dans mon équipe.
des fois, dans la restauration, on se parle tout seul, nous autres aussi, fait que t'es le bienvenu, tu sais. Fait que ça l'avait passé, puis c'est possible aussi, mais c'est pas tout le temps aussi facile que ça. Ça dépend du degré d'ouverture. Ça dépend aussi du milieu, par rapport à la limitation, si je peux me permettre. Exactement. Puis j'imagine que, justement, vous prenez tout ça en compte aussi dans l'accompagnement, dans cette réflexion-là, finalement, de dire, est-ce que je divulgue ou pas, tu sais, selon, ce que la personne veut, mais l'environnement, l'employeur, etc., j'imagine. Oui, puis il y a des employeurs qui sont vraiment ouverts. Fait que ça, c'est vraiment intéressant lorsqu'on est impliqué comme conseillère en emploi. Ouais. En fait, la possibilité aussi de vraiment former aussi l'entreprise, puis que celle-ci, avec l'accord, évidemment, de l'employé, puisse en même temps faire de la sensibilisation au niveau de l'équipe s'il y a un accord. Fait que ça peut être vraiment intéressant. Tu sais. J'ai vu des employeurs organiser des semaines de la santé mentale pour le bénéfice de tous les employés. Fait que, tu sais, on n'a pas stigmatisé la personne. En fait, on l'a intégrée, puis ça a été plus facile pour elle après de créer des liens avec les autres membres de l'équipe. Oui, tu sais, ça peut être bénéfique pour tout le monde. Comme on dit, il y en a que c'est passager que tu disais. Tu sais, mettons une personne qui va faire une dépression transitoire. Tu sais, tout le monde, malheureusement, peut être affecté de cette façon-là. Fait que, tu sais, pour les employés qui ont une semaine dédiée à ça, on le sait jamais. Tu sais, ça peut être super pertinent ou pour un membre de la famille. Ou... oui, absolument. Puis il faut tous prendre soin de notre santé mentale. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors c'est bénéfique. Exactement, là, c'est bénéfique pour tout le monde. J'aime ça. Puis est-ce que tu as vu une évolution de l'ouverture des employeurs au cours peut-être des dernières années, mais est-ce que ça s'est plus ouvert, je veux dire? Avec la rareté de main-d'œuvre qu'on vit, est-ce que ça a un impact? Est-ce que les employeurs se retrouvent à, je veux dire, pas avoir le choix, entre guillemets, mais à s'ouvrir ou à voir l'éventail de possibilités qui c'est sûr que ça nous a aidés. C'est clair. Ouais. Ça, c'est clair. Je pense qu'il y a des employeurs qui ont décidé de prendre plus de chances qu'ils en prenaient avant, puis ont été très satisfaits, très contents de voir la qualité des personnes là, qui avaient recruté. Il y a aussi tout le phénomène, je dirais, de la société où on parle de plus en plus des personnes handicapées, on parle des personnes avec TSA et l'emploi. Donc, il y a comme un mouvement qui parle de plus en plus d'accepter les gens avec leurs différences. Fait que je pense que ça l'a aussi permis une plus grande ouverture là, des employeurs. Mais oui, je pense que ça change. C'est positif. Tant mieux. Avec des programmes comme PIS ou avec le Pavois qui est en contact avec beaucoup d'entreprises, on fait notre bout de chemin avec chaque fois en sensibilisant. Là, fait que oui, je pense que oui. En fait, je te dirais oui. Mais je trouve ça le fun parce que ça me fait penser à notre premier épisode où on parlait du casier judiciaire. C'est la même chose. C'est plus ouvert. Fait que je trouve ça le fun parce qu'on finit aussi sur une note positive. Oui, oui, vraiment. Puis tu sais, je pense que c'est un sujet qu'on aborde de plus en plus. Puis justement, tu sais, on l'aborde de plus en plus dans l'optique de tout le monde doit prendre soin de sa santé mentale et non, on parle pas juste de problématiques. Fait que je pense que quand même un sujet qu'on voit de plus en plus dans les médias, tu sais, dans les séries télé même, tu sais, c'est plus abordé. Fait que je pense que ça peut juste être bon dans le fond pour l'ouverture. Là. Si on revient au candidat là, qui vit une problématique, est en réflexion à savoir, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas, de quelle façon je le fais? Oui, parce que des fois, on se fait poser cette question-là, tu sais, dans nos bureaux, puis on est comme... Tu sais, il y a des formulaires d'embauche, des fois. Tu sais, c'est-tu... Est-ce qu'on est obligé de ce que tu dis? Non. Mais tu sais, des fois, des formulaires d'embauche, des questionnaires de santé, tu sais, ça nous est déjà arrivé, nous, d'entendre ça, tu sais, est-ce que vous avez des problématiques de santé? Tu sais, mettons, quelqu'un qui a un diagnostic, là, il fait quoi? Dans les faits, la réponse, c'est oui, mais est-ce que ça rentre-tu là-dedans? Bonne question. Et je connais pas la réponse exacte. Je vais être honnête avec toi. En fait, ce qu'on dit à la personne, c'est qu'elle n'est pas obligée de divulguer. Okay? C'est sûr qu'il y a des formulaires. On connaît des organismes qui demandaient si la personne avait des problèmes de santé mentale, mais ces personnes-là, en fait, ces organismes-là ont reçu des notifications à l'effet qu'ils devaient enlever, se rétracter de poser cette question-là. Mais honnêtement, je suis pas à jour à ce niveau-là, pour être honnête, là. Bon. C'est bien correct, là. On n'a pas, on n'est pas avoir toutes les réponses, mais quand même, ça ouvre. Mais la personne a vraiment le choix là, d'en parler à son employeur ou pas, que ce soit pendant l'entrevue.
mais c'est pas une obligation et encore là, on n'est pas obligé de donner le diagnostic. Là, exact. Vraiment. Ça dépend vraiment sûrement aussi du feeling de la personne par rapport à son employeur. Tu sais, si elle décide d'en parler 2 semaines après parce que là, elle se sent plus à l'aise, elle est intégrée, elle a des collègues avec qui elle est proche, puis elle commence à en parler, ben, tant mieux. Si elle est capable de le mentionner puis que ça lui fait du bien. Ben oui, parce qu'il n'y a pas donc de meilleur moment nécessairement pour aborder ça. C'est pas nécessairement à l'entrevue, mettons, qu'on parle de ça ou après, une fois qu'on est embauché. Il y a pas Est-ce qu'il y a un meilleur moment ou c'est vraiment selon la personne? Le meilleur moment, c'est quand la personne se sent prête, puis se sent confiante. Oui, ben oui, quand elle se sent bien, puis elle sait qu'elle va avoir une réponse favorable. Si la personne... encore là, vit trop d'insécurité puis tout ça, mais ça peut être intéressant aussi de consulter à ce moment-là, de parler à quelqu'un d'autre, puis de faire la liste des pour et des contre. Ben oui. Vraiment, là, de penser à ça, parce que ça peut être très favorable. Là, il peut se passer des belles réalisations après une divulgation, mais ça peut être aussi quelque chose qui va vraiment être difficile pour la personne si c'est mal vécu. Là. Puis tu sais aussi, on peut dire, je le dis à une personne, mais je veux pas que ça soit dit à l'ensemble de l'équipe. Je te le dis à toi, mon superviseur, tu peux le dire à ta chef d'équipe, mais après ça, c'est tout. Tu sais, on peut nommer à qui on veut. Puis on peut même dire des thèmes. Je vais te dire des thèmes sur ma condition, mais je veux pas que tu l'utilises quand tu me parles. Tu sais, on peut spécifier des choses aussi à l'employeur. Okay, puis vous, c'est vraiment ça que vous amenez quand vous rencontrez des employeurs avec... Est-ce que vous rencontrez les employeurs avec des candidats ou vous êtes... Tout à fait, oui. Que ce soit avec PIS, là, avec... il y a possibilité, justement, quand la personne, le candidat, nous voit comme accompagnateur, c'est possible, quand il y a de l'ouverture à ce niveau-là. Ou sinon, on peut voir quand on accompagne pour des stages puis du bénévolat, ça, on va en parler aussi, là. Okay. Oui, tout à fait. Je trouve ça intéressant parce que, tu sais, d'un côté, j'aime le fait que vous les accompagnez et tout, mais d'un autre côté, une personne qui décide d'y aller avec son intervenant, est-ce que ça peut être stressant pour cette personne-là d'avoir déjà cette, j'aime pas ce mot-là, mais cette étiquette-là d'avoir un intervenant ou un agent d'intégration socio-professionnelle? Est-ce que vous avez eu un écho là-dessus? Je pense que généralement, quand on accompagne la personne, c'est que peut-être l'anxiété va être moins grande si la personne est accompagnée. Elle a fait le choix déjà qu'on est là. En plus, lorsqu'on accompagne une personne, c'est parce qu'on a créé un bon lien. Là. Tu sais, la personne va être à l'aise avec nous, puis ça va faire partie du processus, puis elle va être ouverte. Là. Ben, je pense que c'est la ligne directrice dès qu'on intervient avec une personne qui a une problématique de santé mentale, c'est de créer un lien. Tout à fait. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a remarqué au quotidien, là, mais vous devez le remarquer encore plus. Un lien de confiance, un lien là, tout à fait sécurisant. Pour qu'elle soit à l'aise de vous dire non seulement ses défis, qu'est-ce qu'elle a besoin, si elle veut le dire, son diagnostic, les limitations que ça l'apporte, qu'est-ce qu'elle aimerait faire. On met tout ça à la table. Là. On se dévoile totalement à une personne. Oui, ça peut être intrusif. Là, fait que, non, ça prend un bon lien de confiance, en effet. Là. Puis c'est combien de rencontres avant... Ben, pas avant que vous créez le lien, là, mais vous donnez combien de... C'est au rythme de la personne? Ben... Entre autres, des fois, on va revenir sur les objectifs avec la personne pour dire, OK, ben ça fait 1 an, par exemple. Ça, c'est un long suivi là, pour intégrer, là, mais on pourrait dire, bon, ça fait 1 an, est-ce qu'on a bien ciblé les entreprises? On va se remettre à jour, on va redéfinir le projet. Est-ce qu'on s'est en allé dans une mauvaise direction? Mais... À PIS, par exemple, on peut suivre les gens pendant au moins 1 an et demi. Okay. Tandis qu'on peut avoir, ça peut être un petit peu plus long. La personne peut faire 2-3 stages différents avant de cibler exactement. Explorer un peu. Tout à fait. Il y a possibilité d'exploration. Fait que il n'y a pas de temps là, vraiment en tant que tel, là, mais ça peut être 2-3 ans facilement. Là. Mais moi, je trouve ça super le fun. Là, si ça peut aider la personne à se sentir bien. Puis, tu sais, il n'y a pas de temps limite là, pour s'intégrer. Oui, puis ça permet de vivre des réussites aussi, là, de vivre des expériences, d'explorer aussi, justement. Tu me poses la question, justement, qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, c'est une grosse réflexion, là, tu sais. Fait que des fois, on pense que c'est quelque chose qu'on veut. On essaye. Finalement, c'est pas tout à fait ça. Ben, c'est le fun d'avoir cette opportunité-là, finalement, de le faire, puis dans un milieu sécurisant, là. Fait que c'est le fun. Puis vous, est-ce que c'est vous qui faites des contacts avec les employeurs? Est-ce qu'il y a des employeurs qui viennent vers vous?
Comment ça marche, ça? OK. Je repars de mes 2 programmes, dans le fond, du Pavois. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler en collaboration avec notre membre, parce qu'au Pavois, c'est des membres. La personne va faire ses démarches elle-même, puis on va l'accompagner aux besoins, ou on va regarder des listes ensemble, le bottin, on va cibler des secteurs d'emploi et tout, et on va faire les démarches ensemble. La plupart du temps, c'est les gens qui vont communiquer avec l'employeur eux-mêmes. Fait que ça, c'est une chose. À PIS, c'est à peu près la même chose. On va cibler des secteurs. Après ça, on va cibler aussi des arrondissements. Aussi, c'est important. Aussi, la localisation de l'emploi, je ne l'ai pas mentionné, mais ça peut faire une différence. Est-ce que j'ai 1h30 de bus à faire ou j'en ai 15? Hein? Fait qu'on va cibler. Puis à ce moment-là, encore là, c'est la personne qui est invitée à faire les contacts elle-même. Parfois, c'est nous, par exemple, le conseiller en emploi qui fait les appels, les premiers appels, puis on présente la personne. Encore là, on va pas donner de diagnostic, mais on va dire, on a une personne qui se qualifie pour l'emploi, elle a telle force, telle qualité. On va aussi créer une relation de confiance avec l'employeur. La première fois qu'on va lui parler, peut-être qu'on ne présentera pas tout de suite notre personne, mais peut-être qu'après 2 appels, écoutez, j'ai vraiment ciblé quelqu'un que je connais, un de mes candidats qui serait vraiment intéressé puis qui ferait l'affaire chez vous, j'en suis certain. Est-ce que vous aimeriez le rencontrer? Et là, on va emmener peut-être le défi que la personne vit en emploi. Fait que on appelle ça les 3 tasses de thé, là. Mais on crée une relation de confiance avec les employeurs aussi. Donc, on a une genre de banque d'employeurs aussi. C'est vrai, ça, c'est fun. Oui, ça, c'est vraiment... sécurisant aussi, j'imagine, là, pour les candidats, justement, qui vivent peut-être un petit peu plus de difficultés, de savoir, que vous êtes là pour faire le lien, puis tout ça, c'est vraiment le fun, là. Puis, est-ce que ça arrive des fois que des employeurs, eux, ils viennent vers vous, soit parce qu'ils sont intéressés à accueillir des personnes que vous accompagnez ou parce que, admettons, ils soupçonnent que quelqu'un dans leur équipe ait une problématique puis aimerait être outillé? Ça arrive-tu, ça? Ça arrive, ça commence à arriver. Ça commence à arriver. Oui, en même temps, je dirais, la première partie, tu disais, oui, il y a des employeurs qui commencent à nous appeler aussi pour dire qu'ils sont ouverts. Là. Ça, c'est nouveau aussi. Oui, j'aime ça. Le programme existe depuis 3 ans et demi, si je me trompe pas, 4 ans. On était un projet pilote au début. Ça, je parle de PIS, évidemment. Oui. Mais c'est ça. Sinon, là, oui, c'est positif. Là. De plus en plus, on a d'appels d'entreprises qui veulent se joindre à nous. Là. Tant mieux. Tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Oui. Puis si je poursuis juste sur la deuxième partie, qu'est-ce que vous faites quand une personne a besoin, vous appelle pour avoir des outils? Je dis des outils, là. Une entreprise, non? Oui, une entreprise vous appelle pour faire, je soupçonne peut-être qu'une personne de mon équipe pourrait avoir une problématique de santé mentale. Est-ce que je peux faire quelque chose pour l'aider? Est-ce que je dois lui en parler? Comment vous approchez ça, ce téléphone-là? En fait, c'est sûr que si l'employeur pense que son employé a une problématique, peu importe laquelle, mais qui voit des signes ou il y a comme des indices, faut pas présumer que la personne a une problématique de santé mentale, ça c'est sûr. Mais d'avoir une discussion franche, puis pour tous les employés, lorsque la personne est pas efficace comme elle devrait l'être, de revenir avec cette personne-là de façon ouverte. Voici les attentes. Est-ce que c'est possible pour toi de les atteindre ou sinon, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter, par exemple, ta tâche, tu sais? Puis des fois, c'est de rajouter un cahier de notes avec les tâches décrites, puis c'est ça qui va faire toute la différence, tu sais. Fait que je pense que l'employeur, quand il nous appelle, si la personne est déjà en discussion avec son employé, des fois, on va leur dire, vous pouvez leur dire qu'ils nous appellent eux autres aussi, tu sais. Fait que c'est une possibilité. Mais généralement, les employeurs, puis il y a des beaux documents qui existent pour les employeurs. Entre autres, le ministère de la Santé et Services sociaux a développé pour les gestionnaires un guide là, vraiment intéressant là, pour accompagner les gestionnaires à justement aborder le sujet avec leurs employés. Puis a une liste aussi d'accommodements possibles en lien avec certaines difficultés vécues au travail. Fait que c'est des beaux outils là, qui existent. C'est intéressant, ça. Ouais. Parce que justement, c'était la question qui venait, c'est justement quel genre d'accommodement
qu'un employeur peut offrir. Tu disais tantôt, des fois, ça peut être juste un cahier pour noter des choses, mais as-tu d'autres exemples, des fois? Oui. Des exemples. En fait, ça peut être une modification d'horaire. Si la personne a de la difficulté le matin, par exemple, mais qui est très productive en fin d'après-midi, on peut lui faire son chiffre un petit peu plus tard, son horaire, pardon, je dis chiffre, mais sa période de travail plus tard. Une personne peut avoir peut-être, au lieu d'avoir une heure de dîner, elle pourrait, par exemple, prendre des 10 minutes plus souvent, mais avoir moins longtemps de dîner. Fait que c'est égal à tout le monde. Elle prend pas plus de temps, sauf qu'elle le répartit d'une autre façon. Il y a des gens qui vont avoir accès à des écouteurs, des coquilles pour protéger permettre le silence, protéger du bruit. Ensuite, il y a la possibilité de modifier des fois des postes de travail pour que la personne n'ait pas, par exemple, une vitre devant elle où elle voit toutes les autres personnes devant elle. Donc, des petits aménagements avec des paravents parfois qui peuvent faire une grosse différence. Offrir plus de supervision aussi à l'employé, revenir sur ses tâches, sur la compréhension des tâches. Des fois, rediscuter des délais. Parfois, ça va être aussi de revoir avec l'équipe, comment je pourrais dire ça, devenir un mentor pour la personne. Est-ce que quelqu'un voudrait, pas le parrainer, mais être un peu son mentor, puis de l'accompagner dans son organisation, dans sa gestion des tâches à faire, dans sa priorisation aussi le matin de ce qu'elle a à faire. Fait que ça peut être intéressant aussi. Il y a une multitude de possibilités, vraiment. Autant qu'il y a de personnes. Tout à fait. Oui, c'est ça. Il y a toujours une possibilité d'adaptation, là, vraiment. Là. Je trouve ça le fun de voir ça, parce que justement, souvent, quand on parle d'accommodement, on voit ça super gros, là. C'est comme... c'est comme tabou, là, quasiment, là, dans le sens que on s'imagine que c'est vraiment un aménagement qui est complexe, puis finalement, ça peut être juste des petites actions, des choses des fois qui coûtent pas cher, là, entre guillemets, ou qui demandent pas finalement un si gros effort, admettons, de l'employeur et de l'employé de tout à fait. mettre des choses en place. Ça peut être efficace au niveau de la productivité assez rapidement. Là. Faut se le dire, là, un employé, c'est des sous aussi pour une entreprise. Donc, c'est sûr. Des fois, c'est des petits changements qui vont faire une grosse différence, puis qui va faire que la personne va s'épanouir dans son milieu. Là. Moi, je profite de ça pour on va faire une petite pause avant de poursuivre avec le point de vue des employeurs parce qu'on a quand même plusieurs autres questions. Mais j'aime ça que tu termines sur s'épanouir sur son emploi parce qu'on va aller rencontrer Elisabeth Landry. Oui, Elisabeth Landry, qui est agente de bord. Oui, elle est écrivaine aussi. Oui. Puis elle s'épanouit vraiment dans son travail. On va aller l'écouter tout de suite. Donc, aujourd'hui, on est avec Elisabeth Landry, qui est écrivaine et agente de bar. Donc, peut-être que vous la connaissez déjà si vous êtes allé sur son site Internet, l'hôtesse-de-l'air.com. Donc, elle va nous parler de son métier parce que c'est quand même quelque chose qui est mystérieux, qui suscite souvent des questions. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, bienvenue, Elisabeth. Bienvenue, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je pense que c'est un sujet quand même qu'on te parle souvent. Tu as déjà passé des entrevues à ce sujet-là pour parler de ton métier. Je pense que tu es quelqu'un d'assez passionné. J'aimerais ça que tu te présentes un petit peu, que tu nous dises un peu qu'est-ce qui t'a amené à faire ça. En tout cas, c'est sûr que ce métier-là, tout le monde me pose des questions, même assis dans l'avion, les passagers. On dirait que c'est même après avoir écrit 3 livres, les gens ils sont encore en mystérieux. Là. C'est quoi être agent de bar? Moi, c'est vraiment comme le destin. Là. C'est sûr que moi, évidemment, j'ai toujours voulu voyager. C'était ça mon désir ça a été ça ma drogue, si tu veux, voyager. Puis les gens me disaient quand j'étais jeune, tu devrais être hôtesse de l'air, justement, vu que tu aimes tant voyager, parce qu'à chaque fois, je partais, mettons, à étudier à l'étranger. Je trouvais des programmes comme à l'université qu'ils te payent t'as comme une bourse pour aller à l'étranger. Fait que j'étais allée en Espagne. Fait que suite à ça, le monde me disait tu devrais faire ça, mais moi je voulais pas, je me résignais à pas appliquer comme agent de bar parce que je trouvais que c'était comme, je trouvais ça péjoratif là. J'avais une idée derrière le métier qui était un peu qui servait pas à grand chose là. Tu sais, je me disais c'est quelque chose que tu sers dans l'avion puis c'est tout. Tu sais, je voulais pas être serveuse. Mais après, je me disais, j'étais allée à l'école, mais j'avais tellement rien compris du métier, en fait, comme beaucoup de monde, parce que souvent, on me dit, t'es agent de bar, on dirait qu'il y a encore un côté
dans le temps, c'était comme plus glamour. On dirait que le monde aujourd'hui, tu sais, il trouve pas ça si glamour. Mais alors que moi, dans ma tête, c'est le meilleur métier du monde. Là. Fait que, côté, ça a été le destin qui m'a amené là. J'avais une amie qui avait été engagée pour une compagnie aérienne. Puis finalement, elle m'a appelée. Fait que moi, j'avais rien. C'était dans un moment de ma vie que j'étais vraiment perdue. Je savais vraiment pas justement quoi faire dans ma vie. Okay. Puis finalement, ben j'ai dit, je vais appliquer, je vais faire ça 6 mois pour l'été. Tu sais, l'été arrivait, je dis, je ferai ça 6 mois. Puis après ça, tu sais, je m'en tournais dans mon domaine. Tu sais, moi, j'avais étudié en communication, puis en marketing. Fait que finalement, ça a fini que 6 mois sont devenus 13 ans. Puis ça fait 13 ans. Là. Ça a fait 13 ans en mai 2020. Avant d'embarquer vraiment dans le métier, comment qu'on fait pour devenir agente de bord? Est-ce que c'est une formation? Pour le Québec, c'est, dans le fond, tu n'as pas beaucoup besoin de grand-chose. Tu as besoin d'avoir ton diplôme du secondaire, puis d'avoir 18 ans et plus. Être canadienne, il faut que tu sois résidente. Mais ça dépend des compagnies. Des fois, il faut que tu sois vraiment citoyenne canadienne. Puis, tu sais, avoir de l'expérience dans le milieu du service à la clientèle, c'est sûr que ça va aider. Mais parler anglais-français, évidemment, au Canada. Puis une troisième langue, ben c'est un atout. Troisième ou 4 ou 5, tu sais. Ouais, il y en a qui font 4-5 langues, là. C'est un métier qui est vraiment sollicité. Tu as 100 postes à combler, mais tu peux avoir comme 3000 applications. Oh wow, quand même, hein? Il y a beaucoup de monde qui veulent faire ce métier-là. Fait que, tu sais, faut que pour te distinguer, c'est sûr que si tu parles des langues, ça va aider aussi ta façon de te présenter, des choses comme ça. Puis là, après, un coup que tu es engagé, ben c'est la compagnie qui va te faire ta propre formation. OK. Parce que chaque compagnie a des différents types d'appareils. Il y a des écoles au Québec qui font des cours d'agent de bord, mais ça va être c'est sur toi que tu payes. Puis dans le fond, ça t'assure pas du tout d'avoir un poste comme agent de bord. Ça peut être positif parce que ça peut t'aider à comprendre mieux l'aviation, puis t'aider justement pour ton entrevue. Mais c'est vraiment la compagnie qui va te faire ta formation. Ouais, OK. Ça peut durer 1 mois environ, c'est pas plus. Fait que c'est très intense, la formation. C'est une formation qui est basée vraiment sur la sécurité. Mais tu sais, ça dépend de chaque compagnie. Tu sais, c'est justement, il y a des compagnies en Europe ils vont passer des mois ou 1 mois, puis après ça, une semaine complète à savoir comment servir le passager, puis tout ça. Mais nous, de ce que je sais au Québec ou au Canada, c'est vraiment basé sur la sécurité. Puis un coup que tu es embauché, que tu as suivi la formation, je sais que les horaires, comment ça marche? Tu sais? Est-ce que c'est, mettons, tu te mets disponible, puis ils te donnent des heures là-dedans, ou ils te donnent des heures, puis tu acceptes ou non? Ouais. Tu peux pas, c'est pas comme un métier que, genre, tu te dis, moi j'ai un temps standard, puis je demande telle chose pour que tu m'appelles. Tu sais, c'est pas ça. Les compagnies, eux autres, je veux dire, sont quand même des employeurs qui ont de l'allure, là. Fait mais ils veulent pas du monde qui... Dans l'aviation, il faut que tu aies 0 critère, là. Faut que tu sois prête à, genre, partir en Vancouver, à vivre à Vancouver. Faut que tu sois prête à être envoyée à Toronto s'il faut. Faut vraiment que tu sois hyper flexible, là, dans les premières années, là, parce que aux premières années, t'as pas d'horaire. Fait que c'est ça, t'es comme une roue de secours, là, qu'ils appellent, là. C'est comme si l'avion est programmé pour partir avec 6 agents de bord dans l'avion, puis il y en a une qui est malade, ben elle appelle, puis elle dit, ben moi, je peux pas y aller. Ben là, ils vont appeler quelqu'un, puis ça va être toi qu'ils vont appeler. Ils vont t'appeler toi, puis là, il faut que toi, tu sois là rapidement dans l'avion, puis ça se peut qu'ils te disent écoute, tu étais supposé de partir à Cuba, genre un aller-retour, mais là, finalement, tu pars 4 jours. Puis là, fait que ta vie, il faut vraiment que tu aies le goût. Là. C'est pour ça que je te dis, ces premiers 6 mois, si tu t'offres, tu vas être correct pour les prochaines fois, parce qu'en plus, ça va aussi... Ton horaire va s'améliorer, tu sais. C'est comme être infirmière, tu sais, ça marche par seniorité dans les hôpitaux, des trucs comme ça. Là, quand tu es employé dans un agent de bord, c'est par seniorité. Fait que la règle d'or dans l'aviation, c'est d'être flexible. Puis, on sait un peu, ça fait quoi une hôtesse de l'air, mais c'est quoi les tâches cachées, les choses qu'on se doute pas? Parce que oui, il y a beaucoup de services à la clientèle, il y a le service, c'est comme tu disais tantôt, tu avais une opinion, toi, à la base, qui était un peu, pas la bonne. Oui, erronée.
ça fait quoi de plus? Qu'est-ce qu'on voit pas du métier d'hôtesse de l'air ou d'agent de bord? Ben, tu sais, plein de choses comme dans le sens que le monde savent quand même qu'on est là un peu pour la sécurité. On ouvre la porte, on ferme la porte, mais tu sais, tout au long du vol, on est un peu on est les yeux des commandants aussi derrière les, tu sais, mettons, s'il y avait un problème une alerte, mettons, qu'il y a de la fumée ou qu'il y a quelque chose, ben c'est nous qui vont analyser la situation pour les commandants qui sont en avant. Eux autres ne peuvent pas partir d'en avant. Fait que, ils vont aller dire, mettons, on va en arrière. On est comme des mini, ils disent que des agents de base, c'est le métier d'agent de base, c'est comme plein de métiers. C'est comme t'es policière, fait que, mettons, il y a une chicane à bord, faut que tu gères ça. T'es psychologue parce qu'il y en a une qui pleure parce qu'elle a peur de prendre l'avion, faut que tu gères ça. Tu répares des choses, genre t'es mécanicienne parce que, mettons, la porte fermée, t'as pas toute, là. Mettons que qui brise dans la cuisine ou dans la toilette ou faut que tu prennes les moyens du bord, là, tu sais. Ben oui. Peut-être pas de choses, mais on n'a comme pas beaucoup de choses. On a vraiment un système D hyper développé. On est rendu des antibactériologistes là, depuis la pandémie. Ouais. On est plein d'affaires. Fait que, c'est sûr que c'est un métier que je pense que tu peux pas vraiment. Moi, mon premier vol, je savais vraiment pas où me mettre. Puis même ma formation, même quand tu sais qu'un avion, telle affaire, mais tu n'as jamais été vraiment dans l'avion pour comprendre les bruits de cet avion-là. À la fin, quand tu voles tout le temps ces types d'avions-là, tu le sais, c'est quoi les sons anormaux, les bons sons. Tu as beau une formation, mais c'est comme dans tous les métiers du monde, dans le fond, je trouve que des fois, tu vas étudier à l'université, puis tu sors, puis tu dis, tu peux devenir telle affaire, mais tant que tu n'as pas ton expérience, ça n'a pas été pris, tu ne seras jamais extraordinaire. Mon premier vol, ça a été un chaos, un désastre. Oh non. Je m'étais jamais ça comme job. Je sais pourquoi j'ai choisi ça, je savais pas où me mettre. Les agents de bord me disaient, mettons, on va chercher telle affaire dans le canister, puis je savais pas c'était quoi le canister. C'est des termes que j'avais pas appris. Ces genres de termes-là d'aviation, on les a appris sur le tas, comme un coup dans l'avion. Mettons, tu parlais tantôt de l'horaire, la flexibilité, parce que je veux dire, dans une semaine, j'imagine que tu en fais plusieurs destinations. Là. J'imagine que tu fais plusieurs vols par semaine. Je ne sais pas combien. Là. Ouais. On marche par heure de vol, dans le fond, dans le mois. Je pense que selon Transport Canada, tu peux pas aller plus que comme 100 quelques heures de vol. Faudrait que je check, mais souvent un horaire, c'est à peu près 85 heures de vol, mais ça calcule juste le temps que tu recules de la porte se ferme jusqu'à la porte se rouvre. Okay. Donc, ça calcule pas non plus le temps que tu arrives à l'aéroport. Ça calcule pas le temps de l'embarquement. Donc, l'embarquement, on n'est pas payé quand tu calcules ça. Mm-hmm. Puis, ça calcule juste les heures de vol. Donc, mettons que je suis partie, j'ai un courrier, tu appelles ça un courrier ou un long courrier. Un long courrier, ça peut aller jusqu'à 8 jours. Donc, mettons que tu es parti 8 jours, ça peut valoir 40 heures, mais tu es parti 8 jours. Okay. Donc, tu es parti plus que 40 heures, mais tu es payé 40 heures de vol. Puis, à travers ça, tu as un per diem qui paye tes dépenses à destination parce que tu vas aller dormir à Paris ou tu vas dormir à Halifax ou, des fois, tu t'es basé dans une ville puis fais des allers-retours pendant l'hiver. Fait que tout ça, ça calcule ça. Puis, toi, en dehors de ton métier d'agent de bord, tu as écrit des livres, tu as un blog. Donc, qu'est-ce qui t'a fait développer ce volet-là, ce côté-là de ta carrière? Est-ce que c'est... Oui, mais ça, j'ai écrit dans le fond 3 romans, mais ça a commencé avec mon blog. Mm-hmm. Parce que j'avais justement plein d'histoires dans l'avion, puis j'avais le goût de faire changer les comportements humains. C'était un peu ça mon début. Puis, fait que j'ai écrit des livres. J'avais envoyé ça à un éditeur, puis ils ont bien aimé mes histoires, mais ils m'ont demandé de faire de broder ça avec quelque chose qui a une histoire. Pour tourner les pages, il faut que tu aies le goût d'y tourner. Donc, une belle histoire d'amour compliquée, comme on les aime, comme la plupart des gens. La plupart des gens ont vécu. Mais tout ça dans un contexte d'aviation inspiré par ma vie. Donc, ça a super bien été au Québec. Puis, suite à ça, mon dernier projet, c'est que j'ai ouvert une boutique en ligne au Québec.
Fait que ça s'appelle, c'est sur mon blog aussi, là, l'hôtesse-de-l'air.com ou boutique Fly With Me. Puis là-dessus, en fait, à force de partir à l'étranger, mon métier, c'est comme un métier d'inspiration. J'avais toujours des nouvelles choses que je voyais. Donc, j'ai commencé j'ai découvert des marques à l'étranger, que ce soit en France, en Grèce ou ailleurs. Puis j'ai comme fait la boutique qui voyage, dans le fond. Donc, en achetant dans mes produits dans ma boutique, tu as l'impression d'être ailleurs parce que, dans le fond, la robe, elle vient de France, elle est faite à Paris, ou elle est faite en Grèce ou en Australie. Donc, j'ai comme dans ma boutique, c'est classé par pays, dans le fond. C'est que aussi par robe, si tu veux une robe ou si tu veux un T-shirt, mais tu sais un peu de quel pays ça vient. Donc, c'est une bonne idée. Mon concept. Puis, je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter, que tu aimerais conclure notre entrevue? C'est un métier très intéressant, puis c'est un métier aussi que tu continues d'apprendre parce que tu apprends soit sur des choses dans l'avion, soit des situations qui arrivent que tu n'as jamais vécues, puis que là, tu fais « Ah, OK, parfait, la prochaine fois, je vais savoir quoi faire. » Soit, en termes humains, tu apprends tout le temps comment gérer l'humain, l'être humain. Chaque passager, il va toujours avoir un passager qui va t'amener une nouvelle affaire que tu n'as jamais vue de ta vie, puis tu vas te dire « Wow, tu sais, je pensais que je les avais toutes vues, mais je les ai pas toutes vues. » C'est tout le temps comme c'est toujours un petit peu... c'est rare que c'est jamais pareil, tu sais. Fait que c'est le fun, tes journées sont tout le temps différentes. Puis si tu pouvais là, décrire ton métier en 3 mots, de même sur le fly, là. Écoute, une partie de surprise, ça se dit, c'est une partie de surprise. Mon métier, je dirais comme un coup de cœur. C'est comme quelque chose que tu rentres dans ton ADN. Wow. C'est comme un coup que tu es là-dedans, tu veux plus t'en sortir. T'es comme une drogue. C'est comme une drogue, en fait. Fait que je conseille aux gens d'essayer, souvent ils disent de trouver un métier que t'aimes. Mais je pense que c'est ça la solution, c'est d'essayer de trouver un métier qui va te faire vivre. Effectivement que c'est important de gagner sa vie, mais des fois, j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus axés sur gagner de l'argent, mais pas nécessairement bien profiter. Puis, tu sais, la vie, c'est court, mais que le plus possible, aimez votre job, parce que vous allez y aller tout le temps. Excellent. Bien, un gros merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Si les gens sont intéressés à en savoir plus, ils peuvent aller voir ton site internet, l'hôtesse-de-l'air.com, pour voir ton blog, acheter tes livres, acheter tes vêtements aussi. Oui. Donc, puis on va mettre le lien aussi là, dans la description du balado. Merci beaucoup. Merci. C'est intéressant, hein? C'est un métier quand même qu'on a l'impression de tout connaître, puis finalement, on connaît pas tant que ça. On n'a rien à ce métier-là. Non. Donc, si on revient, on parlait tantôt d'accommodement, puis on a pris une petite pause, nous, là, entre-temps, puis on s'est mis à parler de la dernière année, les 2 dernières années qu'on a vécues avec la pandémie. Un gros accommodement qu'on a eu, le télétravail, ça a eu un gros impact quand même, j'imagine. Oui, ça a eu un gros impact. Plusieurs, quand même, ont été en mesure de travailler à la maison, se sont organisés pour être efficaces à la maison et ont découvert que c'était une façon de travailler qui était vraiment intéressante, proactive. Oui. Puis l'employeur a constaté a eu les mêmes constats, dans le fond. Ce qui est intéressant, c'est que pour certaines personnes, c'est l'anxiété qui a diminué complètement l'effet qui était à la maison. Donc, tu sais, un des accommodements qui est possible lorsqu'un employeur, je dirais, a confiance à son employé, c'est justement d'organiser du télétravail à la maison. C'est pas obligé d'être toute la semaine, mais ça peut être des périodes de temps. Fait que ça, c'est un autre des types d'accommodements qui est possible. Oui, puis je pense que, tu sais, ça l'aura eu quand même, la pandémie, cet effet-là de... On n'a pas le choix de s'adapter, on n'a pas le choix de l'essayer. Puis avant, c'était pas toutes les entreprises qui étaient à l'aise nécessairement avec ça. Puis on a vu que finalement, ça fonctionne. Pas partout, évidemment, mais dans certains contextes, ça fonctionne bien. Fait que, tant mieux, ça peut ouvrir à cette possibilité-là plus facilement, dans le fond. Là. Oui, puis pour certaines personnes, leur efficacité est augmentée étant donné que les conditions gagnantes sont réunies là, autour dans leur environnement. Fait que c'est intéressant aussi à considérer pour un employeur. Oui, vraiment. Là. Puis pour les employeurs, tantôt tu as parlé des outils qu'avait le ministère là, qui a sorti un guide là, pour les
pour les gestionnaires, tout ça. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres ressources pour eux autres, là, dans le fond, pour les aider, les employeurs? Est-ce que tu connais d'autres... Pour les employeurs, j'en connais pas d'autres. Je vais être honnête avec toi. Mais il y a beaucoup pour les candidats ou les personnes qui voudraient. Ben moi, je voudrais nommer aussi un organisme à Québec, l'Association québécoise de réadaptation psychosociale. On l'appelle communément l'AQRP. Okay. Ils ont énormément de documentation sur leur site pour les gens là qui vivent une situation là de troubles de santé mentale. Bon, ils font beaucoup de revendications, mais beaucoup d'éducation, beaucoup d'informations aussi sur la divulgation, fait que ça peut être intéressant de les consulter. Puis il y a bien sûr l'Association canadienne pour la santé mentale. On a un organisme à Charlesbourg qui couvre la région de Québec, puis il y en a dans plusieurs régions aussi là, des associations. Fait que ça, c'est des belles ressources là, qui sont disponibles pour les personnes. Puis il y a le PAVA aussi là, qui peut être une référence intéressante. Évidemment. Je trouve ça intéressant parce que c'est pas parce qu'une ressource est techniquement pour les, je veux dire, candidats, là, c'est pour les employés, que les employeurs, ça sera pas bénéfique qu'ils lisent. Fait que, d'un autre côté, ça peut être vraiment intéressant pour eux d'aller voir le point de vue offert à ces personnes-là, selon moi. Super bon point. Ben oui, effectivement. Puis, ça me fait penser, justement... Tantôt, oui, on parlait des gestionnaires, des ressources, je reviens un peu en arrière, là, des ressources pour eux autres, mais pour sensibiliser les équipes aussi, y a-t-il des choses qui existent? Est-ce que vous faites ça un peu de l'accompagnement? On fait pas ça. Vraiment, notre mandat, là, c'est vraiment axé sur la réadaptation, là, plus la socio-professionnelle, la réintégration. Mais il y a des organismes qui le font, entre autres l'Association canadienne le fait, la QRP fait quand même certaines sensibilisations, mais c'est plus le ministère de la Santé et des Services sociaux qui a ce volet-là qui... Est-ce qu'il y en a assez? Je sais, je peux pas te répondre, mais c'est un volet qui est à développer peut-être de plus en plus. Tout à fait. Puis ça se fait, là, je pense. Là, tout à fait, oui. Mettons, avant de terminer, là, avant de clore l'épisode, est-ce que tu as des anecdotes, des témoignages, des choses que tu aimerais nous partager, des fois des réussites Oui, je pourrais... Je suis capable de penser à 2-3 suivis là, que j'avais, d'accompagnement que j'avais. Entre autres, il y en a un... je vais l'appeler Jean, OK? Parfait. Jean voulait travailler en entretien ménager. C'est un monsieur qui est minutieux. C'est un monsieur qui arrive à l'heure. C'est un monsieur qui est propre de sa personne. Il est fier. Pour lui, là, travailler pour un employeur, c'est quelque chose de précieux. Il est tout qu'un porte-parole pour sa compagnie. Fait que il voulait de l'entretien ménager. Fait qu'on a commencé à chercher ensemble. Puis on a fait une approche auprès d'un employeur et l'employeur lui avait demandé qu'est-ce qui pourrait t'aider à vraiment bien t'intégrer dans ton milieu puis à faire que les tâches allaient être intéressantes puis que tu allais te réaliser. Et puis, Jean avait répondu, moi, ce que j'aime, c'est de savoir ce que j'ai à faire. Puis je veux savoir aussi combien de temps je suis censée prendre pour le faire. Fait que l'employeur, on avait travaillé sur un plan de match, là, tu sais. Et là, Jean, quand il arrivait au travail, avant son quart, dans le fond, son quart de travail, il regardait les tâches. Et ensuite de ça, le temps. Et ça a été très bénéfique. Fait que ça, écoutez, ça va faire 1 an, là. Bientôt, je vais arrêter le suivi de la personne parce que, Jean, il a quitté l'aide sociale. Ça fait 1 an maintenant qu'il se maintient au travail. L'employeur est hyper satisfait du travail de Jean parce que c'est un employé modèle. C'est vraiment un employé modèle. C'est génial. Vraiment. Puis, est-ce que vous faites le suivi avec Jean et l'employeur? Oui. Fait que vous avez les deux versions. On a les deux versions de thé dans ce cas-ci. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Fait que oui, l'employeur est satisfait. Puis ce qu'on avait à travailler, peut-être qu'on l'a fait davantage au début. La personne étant anxieuse, au début, c'était plus... les conflits peut-être relationnels ou des interprétations, peur de pas faire comme il faut, puis être certain là, qu'on faisait tous les tâches comme il faut. Fait qu'il y a eu de l'ajustement, mais de part et d'autre, mais ça s'est bien passé.
Puis, on est passé d'une personne qui appelait à peu près 1 fois à 2 fois par semaine à là, maintenant 1 fois par mois. Ah ouais. Ouais. Puis là, c'est vous appelle? Oui, ah, ouais. pour nous dire comment ça va bien, là, tu sais. Ah, wow. Puis comment il a accepté d'autres tâches, puis comment il collabore avec l'équipe. Donc, c'est vraiment tout un beau cheminement. Une belle réussite, là. Oui. Vraiment. Wow. Ben, bravo à toi aussi. Ben, bravo. Ben oui. Bravo à lui. Bravo à lui, l'employeur. bravo à toi. Ben oui, bravo à vraiment. toi. Puis à l'employeur aussi, qui a été vraiment à l'écoute, puis montrer une belle ouverture, franchement. Oui, là. puis je trouve ça génial de voir que, tu sais, vous êtes assis, vous avez regardé les tâches, vous avez regardé ce que vous pouviez faire pour vraiment tout setter pour que l'employeur, ça l'a rassuré probablement. Jean, ça l'a rassuré aussi probablement. Puis toi aussi, d'un côté, tu sais, on accompagne tellement longtemps une personne, des fois, que c'est rassurant de voir qu'il tombe sur une personne aussi ouverte d'esprit puis aussi accueillante. Là. Je trouve ça le fun. Oui, fait que ça, c'est un beau succès, en fait. Je suis vraiment contente pour lui, là. Ah, c'est le fun. C'est beau, hein? Puis t'as-tu d'autres anecdotes? Ben oui, je pense à un autre aussi. Ma madame, Mondou, elle avait fait peut-être, je vous mens pas, peut-être 80 emplois depuis les 3 dernières années, quand elle nous a rencontrés. Wow. Et c'est une personne qui était aussi très, très anxieuse. Et lorsqu'il y avait une situation conflictuelle, pas nécessairement l'incluant elle, mais quelque chose de nébuleux dans les consignes, quoi que ce soit, elle avait peur de ne pas être appréciée. Elle quittait elle-même l'emploi. Fait que ça a été aussi un travail intéressant. Dans le fond, de gérer justement toute au niveau de la gestion des émotions puis la gestion de l'anxiété. Fait qu'on a travaillé fort là-dessus. On a travaillé avec des partenaires aussi du réseau. Mais c'est ça, cette personne-là, finalement, à un moment donné, on avait pris un pacte. Elle pouvait plus partir sans m'appeler. Fait que là, on a comme rajouté une étape dans son départ. Fait que là, finalement, elle voulait plus partir, mais à un moment donné, on a trouvé un emploi qu'elle aimait bien puis qu'elle voulait se maintenir. Fait qu'on avait une entente que s'il y avait quelque chose, qu'on allait faire une rencontre avec l'employeur. Donc, le fait qu'elle pouvait plus s'en aller, puis on mettait un arrêt d'agir, là, pas un arrêt d'agir, mais un arrêt, ben là, l'employeur, nous et la personne, on se rencontrait. Puis là, on dénouait la situation qui était problématique. Puis après ça, ça repartait du bon... c'était positif, là, la personne en retournait travailler, tout ça. Fait qu'on a fait ça pendant quasiment 8 mois. Wow. Finalement, elle a fait le choix, la personne, d'aller dans un autre emploi, mais était vraiment contente et satisfaite de son expérience. Mais ça leur été la série d'emplois là, avec pas nécessairement des échecs parce qu'elle quittait tout le temps, mais à un moment donné, ça fait que c'est lourd. Là. Ben oui, toujours elle devait le vivre un peu comme un échec tout le temps. Là, tout parce à fait. Il reste que je suis pas allée au bout. Tu sais. Mais... Exactement. Tu sais, c'était lourd. Puis là, de savoir qu'elle était capable de se maintenir dans un emploi aussi longtemps, là, ça a été vraiment positif. C'est une belle réussite, ça aussi, parce qu'on le sait, des fois, quand les gens quittent, des fois, au final, la situation, ça pouvait se régler, puis finalement, les gens décident de s'en aller, puis finalement, on a passé à côté d'une belle opportunité de développement. Oui, t'as raison. C'est le fun. Une belle réussite, ça aussi. Oui. Ouais. Est-ce que tu as autre chose que tu aimerais non, je trouve que c'est pas fait. On pourrait s'asseoir, je pense, pendant au moins c'est 2 journées. Vraiment, oui, il y a des belles réalisations. Puis on a des personnes au Pavois qui sont en stage, qui sont tellement aidants pour des organismes à lesquels ils participent. Là, franchement, leur j'allais dire leur input, mais leur implication fait une différence dans la vie de plusieurs personnes. Là, tu sais. Fait que ça aussi, là, il y en a beaucoup. Là. Chaque jour, on voit des belles réussites. Là. Wow! Vous avez une belle mission. J'aime ça. Vraiment. J'ai comme le goût de finir là-dessus. C'est beau. Oui. Merci, Isabelle, d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Je trouve que c'était vraiment, vraiment intéressant. Merci. Oui. Puis moi, je te lance la dernière phrase, mais si quelqu'un veut faire appel au service du Pavois, comment on vous contacte? Parfait. On appelle au 418-627-9779 et on demande à parler à l'accueil. Puis là, c'est toi.
Ouais. C'est génial. C'est le fun. Ça donne que c'est moi. Direct, Isabelle. Super. Fait que vous avez déjà la voix. Fait qu'il vous reste juste à contacter. On peut du coup vous contacter par courriel aussi? Oui, c'est possible. Si on va sur le site du Pavois, il y a un lien pour faire des demandes d'informations par courriel. Donc, on répond à la personne soit par téléphone ou par courriel. Bon, selon ce que la personne désire. Oui, selon son niveau où elle est rendue puis où elle se sent à l'aise. Oui, exactement. Ben, super. Parfait. Merci beaucoup. C'était super passionnant. J'ai vraiment aimé ça.